sur instruction de Wali el-Faqih. C'est qui Wali el-Faqih? C'est le guide de la révolution iranienne. Et ainsi, le Hezbollah découvre, on le savait, mais là, publiquement, il dit qu'il est aux ordres de... C'est une brigade des pasdarans iraniens installés à Beyrouth, aux frontières d'Israël et à l'intérieur du Liban. Et donc, de ce fait-là, évidemment, en s'impliquant en Syrie, il exécute un ordre de Téhéran et en même temps, il a mobilisé la communauté chiite en disant « Nous sommes menacés, vous êtes menacés, serrez-vous autour de moi ». Et de ce fait, les autres, c'est-à-dire la communauté sunnite particulièrement, est totalement blessée par cette attitude. Et là, on voit naître au Liban une situation de guerre civile, une mobilisation entre les sunnites et les chiites qui est aux extrêmes, qui est extrêmement polarisée. Donc le Hezbollah, en termes d'image, est-ce que le Hezbollah a perdu auprès des opinions publiques arabes? Le Hezbollah est sorti de la guerre de 2006 avec Israël, des 33 jours extrêmement forts. Et depuis, en 2008, il a envahi la partie ouest de Beyrouth, c'est-à-dire la partie sunnite du pays. Il a commencé à dégringoler. Et maintenant, il mène une campagne militaire. Il devient co-belligérant à côté du dictateur syrien. Eh bien, il a ruiné toute son aura auprès des opinions publiques arabes. Mais il prend des risques. Et ces risques-là sont tous les jours. Il y a tous les jours des miliciens qui rentrent au Liban pour être enterrés. Et en même temps, il cristallise autour de lui la communauté chiite, mais la haine des autres communautés, particulièrement sunnites, contre lui. Naïm Kossaïar, vous voulez réagir justement sur l'implication du Hezbollah aux côtés des forces de Bachar el-Assad? Tout à fait, moi je vais aller dans le sens de tout ce qui a été dit. Hein. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste pour vous donner un peu l'idée de la violence, de la perte de popularité du Hezbollah et notamment de son leader. Moi je suis de la ville de Homs et vous savez que Homs a été une des premières villes en Syrie où vraiment la répression a été la plus dure. Tout le monde quasiment avait une image, une affiche de Nasrallah dans sa maison. Tout le monde avait cru à la propagande du Hezbollah qui était là pour défendre les opprimés et qu'il était là pour combattre contre l'injustice. Donc il a perdu déjà politiquement, ils ont perdu en termes d'image. Et c'est pour ça que cette révolution syrienne, aujourd'hui, beaucoup l'appellent en Syrie à Thawra al-Fadiha, c'est-à-dire la révolution qui est en train de mettre à jour, qui est en train de faire tomber les masques de tous ces acteurs qui avaient un discours auquel beaucoup ont cru. Donc je pense que le Hezbollah non seulement a perdu déjà depuis l'époque de la répression à Homs, mais encore plus aujourd'hui quand on voit l'aide, je veux dire quasiment sans limite, qu'il fournit au régime, et sans qui le régime syrien n'aurait pas pu tenir aussi longtemps. On sait par exemple que la dernière reprise du régime syrien de Yabroud n'aurait pas pu être faite sans le Hezbollah et sans d'autres milices. Donc il y aurait apparemment, je crois, 5000 militants du Hezbollah qui seraient actuellement déployés sur le territoire syrien. Tout à fait. Et dernier point, quand on voit le nombre de soldats du Hezbollah qui sont impliqués, contrairement à ce que disait votre invité d'Israël, ils n'ont pas non plus des ressources infinies. Donc il y a une réelle pression aujourd'hui chez le Hezbollah dans une guerre dont on ne voit pas encore la fin et qui pourrait épuiser en hommes le Hezbollah comme elle a déjà énormément épuisé le régime lui-même alors qu'il avait quand même une armée assez forte. C'est une guerre qui épuise quand même tout le monde du côté de la rébellion aussi, et les populations syriennes. Avi Pazner, encore un dernier mot concernant justement le Hezbollah et le Liban. L'Arabie saoudite, on le sait, va donner 3 milliards au Liban pour moderniser l'armée libanaise. C'est d'ailleurs la France qui va fournir le matériel militaire. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que ces armes tombent entre les mains du Hezbollah ? On est très inquiet de ce qui se passe au Liban en général et je suis d'accord avec vos intervenants qui ont dit que le Hezbollah était en perte de vitesse auprès des opinions publiques arabes. Et c'est cela peut-être la raison pour laquelle il y a eu ces dernières semaines ces incidents sur la frontière israélienne, peut-être pour détourner l'attention, peut-être pour redevenir le champion de la cause arabe. Maintenant, le Hezbollah, je le répète, est armé jusqu'aux dents. Le Hezbollah possède dans son arsenal 40 000 roquettes et missiles qui menacent Israël. L'armée libanaise est une armée qui ne cherche pas querelle avec Israël, qui n'a jamais cherché querelle avec Israël. Cependant, il y a aujourd'hui un danger, c'est que le Hezbollah est devenu très puissant au Liban, trop puissant
à notre avis. Et il peut y avoir ici une ingérence politique qui peut-être amènerait le Liban et l'armée libanaise à prendre des positions différentes de celles qu'elle a prises jusqu'à maintenant. C'est là le grand danger, à part évidemment le danger de Hezbollah lui-même, qui a déjà démontré qu'il n'hésite pas à bombarder Israël et qui en a les moyens et qui en a encore plus que dans le passé, et l'ingérence politique et le renforcement politique du Hezbollah au Liban. C'est là, à mon avis, un danger pour les relations entre ces deux pays et pour la stabilité du Moyen-Orient. Adam Bachko, justement, est-ce qu'il y a un renforcement aujourd'hui politique du Hezbollah au Liban? En tout cas, ça ne donne pas ce sentiment-là, puisqu'il y a un gouvernement d'union nationale qui est aujourd'hui en place. Mais si vous me permettez de réagir à ce que disait monsieur l'ancien ambassadeur, il y a une inquiétude qui n'est pas étonnante de la part d'Israël de voir le Hezbollah se retourner contre Israël maintenant, dans un contexte où justement Israël ferait tout ce qu'il pourrait pour rester en dehors de la crise syrienne. Le problème, c'est que par ses réactions, Israël sous-estime, je pense, très fortement les effets de ces ripostes. Ce qu'elle sous-estime, c'est qu'il n'y a que deux acteurs qui placent le conflit israélo-palestinien dans l'escarcelle de leurs objectifs. Le premier, c'est le régime, parce qu'en se positionnant comme le défenseur des Arabes et des musulmans contre Israël, il se permet ainsi d'éviter de ne pas regarder le fait qu'il y a une contestation interne qui est sur un point de vue politique et vraiment sur ce qu'est le régime. L'autre acteur, et on l'oublie dans notre discussion maintenant, c'est l'État islamique en Irak et au Levant, qui est le seul acteur du côté de l'opposition qui a explicitement dit que la Palestine faisait partie du Levant, de ce Levant construit dans les mots. Et c'est l'autre acteur qui a une chance de profiter, si du côté de l'opposition, si Israël s'ingérait d'une manière ou d'une autre dans le conflit de manière visible, car à partir de ce moment-là, du côté de l'opposition, tous les acteurs qui voudront prôner la modération dans un contexte où Israël fait partie de la guerre et se retrouve aligné avec le même ennemi, auront une position extrêmement ambiguë, extrêmement difficile. Le seul acteur qui pourra avoir une position totalement radicale, ce sera cet État islamique en Irak et au Levant, associé de type Al-Qaïda. Et on voit donc que Israël, en faisant ça, est en train de pousser les deux acteurs les plus radicaux sur le devant de la scène, et en train de pousser la radicalisation de deux côtés, ce qui, à moyen terme, voire même à court terme, pourrait se retourner contre lui. Antoine Bachko, vous voulez y réagir? Ensuite, je crois qu'on parle de quand Israël a l'arsenal dont il dispose, il ne doit pas avoir peur de 3 milliards d'armements français qui arrivent au Liban. Ça va faire une goutte d'eau dans l'océan. Primo. Secondo, dans la philosophie de cette aide, il y a la France et l'Arabie saoudite, ceux qui financent et ceux qui fournissent, dans la logique suivante. Puisque le Hezbollah est un État dans l'État, il faut aider l'État à se redresser et à contenir cette greffe. Eh bien, comment faire? C'est au lieu d'aider une milice, de constituer une milice, on aide l'État, l'armée de l'État libanais. Donc c'est ça la logique et elle est louable. Quant à l'EIL, c'est-à-dire l'État islamique en Irak, tout ça c'est une bulle que le régime syrien gonfle pour faire peur, pour dire je combats les terroristes, je combats Al-Qaïda. C'est pas quelque chose de très fonctionnel, c'est quelque chose qui a été mis en place. Mais quand on voit en Irak, à Ramadi, à Fallujah, ils arrivent quand même à je vais vous expliquer. Contrer quand même les dirigeants de l'EIL ont été libérés par Assad en décembre 2011. L'Iran, qui avait hébergé une partie d'Al-Qaïda en 2001, l'autre partie étant partie pour le Pakistan, eh bien, l'Iran a libéré les dirigeants d'Al-Qaïda, les a envoyés en Syrie pour donner à Assad sa meilleure opposition. Et Al-Maliki en Irak a fait s'évader l'été 2012 1500 prisonniers djihadistes. Ils ont traversé 800 km dans le désert, il ne les a pas rattrapés pour venir aider Assad à présenter qu'il est le chef de la lutte contre Al-Qaïda, contre le terrorisme international. Il ne faut pas se leurrer avec tout ça. Qu'est-ce qui a frappé Al-Qaïda il y a 2 mois? C'est l'armée syrienne libre. On peut dire qu'elle est divisée, qu'elle se reconstitue toutes les deux semaines, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'était cette armée-là, faible et désorganisée, qui a
combattu et gagné plusieurs batailles contre l'EIL. Ouais, l'ASL très faible, Antoine Basbous a connu de graves revers, l'opposition syrienne cette semaine. D'abord, il y a eu Yabroud, près de la frontière justement libanaise, qui a été reconquise localité reconquise donc par les forces de Bachar el-Assad. Et puis, toujours à proximité de la frontière libanaise, on l'a appris aujourd'hui, la localité de Ras al-Ain, là aussi, qui a été reconquise par les forces de Bachar el-Assad. Naïm Kossayer, c'est un coup dur là aujourd'hui pour l'opposition syrienne parce que c'est à proximité, je le disais, de la frontière libanaise et ça vous permettait justement d'être approvisionné en hommes, en armes. Et aujourd'hui, eh bien, il y a coupure de cet approvisionnement. Alors, coup dur, je ne pense pas du tout. C'est des batailles qui sont perdues, ça il faut le reconnaître. Mais c'est avant tout c'est avant d'être un succès militaire pour le régime syrien, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est avant tout un succès médiatique en réalité. C'est-à-dire qu'ils font le focus sur la bataille de Yabroud pour dire qu'ils sont en train de reprendre du terrain, etc. C'est un refrain qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire que c'était déjà à l'époque de Qusayr, quand le régime syrien déjà aidé du Hezbollah avait repris la ville, qui en fait, il faut savoir ce que c'est que Qusayr, c'est rien du tout, près de Homs. Ils avaient déjà dit que c'était le retournement de la situation. Quand les révolutionnaires étaient rentrés à Alep, ils avaient déjà dit qu'ils reprendraient la ville d'Alep en 3 semaines. Donc c'est un refrain qui est déjà connu. Il faut un focus médiatique dessus. Quand on voit l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui, il y a des batailles qui sont gagnées par le régime syrien, aidé évidemment du Hezbollah et de milices irakiennes chiites, mais il y a aussi des batailles qui sont gagnées par l'opposition, notamment à Dera, la prison qui vient d'être libérée il y a quelques jours, aussi à Hama, à Mork, etc. Donc c'est des batailles, si vous voulez, aujourd'hui. Oui, mais il y a des lieux stratégiques aussi, Naïm Kossayer. Il y a des lieux, il y a des zones stratégiques. Est-ce que là, à proximité de la frontière libanaise, est-ce que ce n'était pas justement une zone stratégique? Je ne dirais pas que ce n'est pas une zone stratégique, mais il y a encore d'autres moyens de faire entrer, de s'approvisionner, notamment par Al-Qalamoun, etc. Donc je vous dis, c'est une défaite, on ne va pas le nier, mais est-ce que ça change la situation sur le terrain? Non. Et est-ce que les révolutionnaires sont en train d'essuyer les défaites les unes après les autres? Non plus. C'est ça le message aujourd'hui. Et il faut faire attention, on va dire, au focus médiatique du régime. Antoine Basbous, c'est un coup dur quand même pour la rébellion? Oui, pour moi, c'est un sérieux revers, autant que celui de Qusayr de juin 2013. Pourquoi? Parce que Yabroud constitue un verrou qui commande 2 axes, celui entre Damas et la côte, c'est-à-dire ça permet l'élargissement de l'Alaouistan qui est en train d'être constitué, et en même temps, ça coupe la voie d'approvisionnement à partir du Liban. Et ça donne accès sécurisé au Hezbollah dans la Bekaa libanaise. Donc de ce fait, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, quand on regarde les forces en place, vous avez l'aviation militaire syrienne, vous avez la cruauté absolue, c'est-à-dire des hélicoptères qui balancent des barils de TNT sur les quartiers. Avec un baril de TNT, vous ne visez pas des militaires, des cibles, vous visez la population civile et vous le jetez au-dessus d'un village, il peut tomber dans le village d'à côté. Donc c'est une arme de terreur. Donc les armements du Hezbollah, des Iraniens, des Irakiens aux côtés de Bachar et l'aviation syrienne avec sa force, sa puissance de feu, ont fait le reste. Il ne faut pas oublier non plus que l'opposition a failli, c'est-à-dire qu'elle n'a pas joué son rôle, elle n'était pas unie, elle ne s'était pas entraidée. Il y a des factions qui avaient de l'armement pas très loin, qui n'ont pas voulu céder cet armement aux combattants à Yabroud. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais pour moi c'est une réelle défaite, mais qui empêche tout de même Bachar, s'il gagne là, il ne gagne pas l'esprit, il vient là avec le Hezbollah comme une force d'occupation du territoire syrien. Ah non, c'est un coup dur aussi pour l'opposition. Vous êtes d'accord avec Antoine Basbous? Oui, absolument. Ça renforce la zone que le régime considère comme vitale, c'est-à-dire l'axe entre justement Hama et Damas et le rapport à la côte. Et ce qui est très important, à mon avis, dans cette chute de Yabroud, c'est qu'on retrouve en permanence le surinvestissement qui a été fait au début de la guerre sur le front sud. L'idée des Saoudiens et des Américains, c'était que pour battre Bachar, il fallait aller directement à Damas. Et ils ont sous-estimé les défenses qui ont été construites contre Israël à l'origine, tout autour de Damas, qui sont des fortifications extrêmement importantes, avec les divisions militaires les plus puissantes de Syrie. Or, si aujourd'hui la guerre se jouera quelque part et si la défaite de l'insurrection se produit ou son retour, ce sera au nord. Et il me semble que cette zone-là, que les Occidentaux continuent de sous-estimer, que l'Arabie Saoudite continue de sous-estimer, est une zone très importante. C'est la zone justement où se jouent les combats entre l'ASL et l'État islamique dans au le Levant, nord, donc, ouais. dans le nord, nord-est. de Alep à Raqqa et Idlib. C'est la zone où l'insurrection conserve quelque part des positions qui lui permettront
si elle reçoit des armes, de revenir. Mais de toute façon, on ne fait pas la guerre sans armes, on ne fait pas la guerre sans munitions, on ne fait pas la guerre avec des chargeurs à moitié vides comme l'insurrection se retrouve à le faire aujourd'hui. Et tant que l'insurrection ne recevra pas de soutien... Donc là, ils ont encore une zone d'approvisionnement. Donc si le Liban, c'est plus compliqué, l'autre zone d'approvisionnement, c'est la Turquie encore aujourd'hui. Et de toute façon, l'insurrection gagnera la guerre si elle la gagne par le nord et non pas par le sud. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse parce que moi je pense qu'à partir de la Jordanie, où il y a une structuration des forces, il y a beaucoup d'officiers déserteurs qui se structurent et quand ils sont à Dera, à côté de la Jordanie, ils sont à 100 et quelques kilomètres de Damas. Donc je pense que le salut pour Damas viendra du sud de la frontière jordanienne et non pas du nord qui est très loin et dans lequel il y a des forces islamistes, des djihadistes. J'ai une dernière question pour vous, Avi Pazner, rapidement. 140 000 morts dans ce conflit syrien, sans compter les disparus, sans compter ces 2,5 millions de réfugiés. Est-ce que vous diriez que les Occidentaux ont été lâches et qu'ils ont abandonné le peuple syrien ? Non, ce n'est pas à moi de dire qu'ils ont été là. Je peux seulement voir la détermination d'un côté de l'Iran et de leurs alliés chiites en Irak et du Hezbollah, et de l'autre côté, vous n'avez pas la même détermination de la part de l'Occident. Et nous constatons avec beaucoup de regret que c'est là une tragédie atroce. 140 000 morts, c'est terrible. Je crois que c'est le conflit le plus sanglant qu'il y ait eu au Moyen-Orient, beaucoup plus sanglant que toutes les guerres d'Israël avec ses voisins arabes. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'aider humanitairement aux souffrances du peuple syrien en ouvrant nos hôpitaux aux victimes et aux blessés de la guerre. Merci beaucoup, merci Avi Pazner d'avoir été avec nous en direct ce soir de Tel Aviv. Merci à tous les trois d'avoir participé également à ce débat. Vous restez avec moi, je rejoins Karim Yayaoui pour sa chronique sur les réseaux sociaux, un œil sur les médias. L'autre grande actualité de ce mercredi, c'est les écoutes, le complot de Sarkozy contre ces bâtards de juges. Alors c'est à la une de Mediapart, un coup de tonnerre, que ces révélations de Mediapart qui rendent public une partie de ces écoutes téléphoniques. Alors, qu'apprend-on dans ces écoutes téléphoniques? C'est que Nicolas Sarkozy aurait bien obtenu des informations grâce à Gilbert Alibert, un avocat général. Azibert, oui. Un avocat général. Ensuite, on apprend aussi que Nicolas Sarkozy et son avocat, Maître Herzog, jouaient un petit manège pour essayer d'échapper à ces écoutes, puisqu'on sait qu'ils avaient un deuxième téléphone enregistré sous le nom de Monsieur Bismuth pour Nicolas Sarkozy. Paul Bismuth. Et dans ces communications qui, elles aussi, étaient écoutées sans qu'ils le sachent, eh bien, ils répétaient les conversations qu'ils allaient avoir sur leur ligne officielle. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est à retenir dans ce que nous raconte Mediapart, c'est que l'avocat de Nicolas Sarkozy, en évoquant avec optimisme une décision de justice, explique qu'il y a de fortes chances que ça se passe bien, sauf, je cite, si le droit finit par l'emporter. Alors cette formulation a choqué beaucoup d'avocats, a choqué beaucoup de monde. On en parle beaucoup dans les médias français, notamment du côté du Nouvel Observateur. Cette phrase qui est reprise, qui aurait été prononcée donc par l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui parle de ces bâtards de juges. Il fait référence aux juges de Bordeaux, ceux qui travaillaient sur l'affaire Bettencourt. Alors évidemment, ils n'ont pas franchement apprécié, nous raconte France Bleu. Au niveau politique, il y a eu de très nombreuses réactions. Évidemment, le gouvernement et la majorité s'engouffrent dans la brèche. Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, évoque l'extrême gravité des accusations et des soupçons qui pèsent sur Nicolas Sarkozy, tandis que du côté de l'UMP, Europe 1 nous explique qu'on est entre silence gêné et riposte. Et encore, la riposte, eh bien, on s'en prend plutôt à Mediapart sans évoquer le fond de ces révélations. Alors évidemment, un certain nombre d'éditorialistes de gauche enterrent déjà Nicolas Sarkozy en quelque sorte. C'est le cas de Bruno Régeux-Petit sur le site du Nouvel Observateur qui écrit un billet intitulé « Il est temps de dire adieu à Sarkozy ». Ce tweet a été relayé sur les réseaux sociaux. Calvero écrit « Si J, la carrière de Nicolas Sarkozy, né en 1974 après Jésus-Christ, disparu en 6 après Mediapart », parce que... Enfin, il devrait savoir qu'en politique, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui condamnent Nicolas Sarkozy déjà. Edoui Plenel, lui, fait la pub de Mediapart. Bon timing. Il y a un an, Mediapart fêtait ses 5 ans
ans avec l'affaire Cahuzac. Pour nos 6 ans, c'est l'affaire Sarkozy, écrit-il avec beaucoup de malice sur son compte Twitter. Et puis, ce livre était partagé avec beaucoup d'ironie. Éric Brunet avait écrit un livre intitulé « Pourquoi ?» Et on s'était même moqué de lui une fois, quelqu'un a invité sur le plateau, pourquoi Sarko va gagner, c'était à quelques jours de la présidentielle. Et ben là, on se moque encore plus de lui, étant donné l'actualité. Évidemment, ça a créé beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On va terminer sur une note plus légère. Peut-être qu'on a le temps de parler sur les réseaux sociaux des sympathisants de droite qui n'ont pas vraiment de contre-feu allumé. Alors c'est difficile pour la droite, du côté des sympathisants de droite. Alors il y a bien cette affaire qui est relayée par le site du Point. La femme de Manuel Valls pris en flagrant délit de passe-droit. Pourquoi? Parce qu'elle aurait fait sauter le PV de stationnement d'une amie malgarie. Ce n'est certainement pas suffisant pour allumer un contre-feu, même si certains twittos utilisent tout de même cet argument, comme Salsa, qui dit « est-ce que ça ne ressemblerait pas à un trafic d'influence ?» Et puis la fidèle entre les fidèles, Nadine Morano, évoque les liaisons entre Mediapart et le Parti Socialiste. Au secours, Mediapart, le PS va prendre une raclée au municipal. Tu peux nous sortir une affaire avant dimanche sur Sarko. Alors beaucoup de tweets qui font justement le lien entre cette actualité politique très proche, les municipales, et la sortie de cette affaire. Mais tout ça reste assez pauvre pour défendre le cas de Nicolas Sarkozy, même si le Point nous explique que lui et Thierry Herzog ont contre-attaqué puisqu'ils ont expliqué que cette note, cette information qu'ils se seraient procurée frauduleusement, ils l'avaient déjà acquis par des biais tout à fait légaux. Une affaire dont on va beaucoup parler. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques jours, c'était Christiane Taubira qui était dans la tourmente et on parlait d'affaires d'État à cause de ces mensonges. Et là, il y a un nouveau retournement de situation. Nouveau basculement, cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui est à nouveau dans la tourmente. On finit, Karim, avec une note un peu plus légère, avec une vidéo d'un génie de la guitare qui fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et on va l'entendre? Alors, on l'entend. Alors, il fait le buzz. Un mot quand même sur lui. Ouais, bah, alors, il fait le buzz parce que sa guitare a une particularité. Écoutez et regardez surtout. Il n'y a qu'une corde. C'est pas mal. Hein. Ben merci Karim, merci pour cette musique. On va peut-être se quitter d'ailleurs en musique, si on peut la remettre, la musique, tant qu'on y est, parce qu'on n'en écoute pas souvent sur France 24. On parle plus souvent de choses dures, de guerre, de conflits, et donc là c'est un peu plus léger. Merci Karim, on se retrouve demain soir. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Avi Pazner qui était avec nous en direct de Tel Aviv. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. À ne pas manquer donc ce rendez-vous tout de suite, le journal. Très belle soirée, à demain Karim. À demain.